Dossier numéro 4. Hop. Alors, monsieur O, 55 ans, se présente aux urgences pour une douleur thoracique qui évolue depuis 2 heures. Il a comme antécédent un diabète de type 2, diagnostiqué il y a 5 ans et traité par régime seul. Il est tabagique actif à 60 paquets année. Il pèse 95 kg pour 1,70 m. En première question, je vous demandais quelles étaient les étiologies à évoquer en urgence devant cette douleur thoracique chez ce patient diabétique, tabagique et obèse. Alors bien sûr, il y a plein d'autres étiologies que celles que j'ai évoquées, mais je vous ai mis celle à évoquer en urgence devant toute douleur thoracique. Évidemment, l'infarctus du myocarde, l'embolie pulmonaire, la dissection aortique, la péricardite et le pneumothorax. Je vous rappelle que le moyen mnémotechnique que vous aimez bien, c'est pied. Donc encore une fois, il y a certainement plein d'autres étiologies, mais ce sont celles à évoquer en urgence devant une douleur thoracique. Alors, question numéro 2. Alors, je ne suis pas cardiologue, mais je vous demandais d'interpréter cet électrocardiogramme. De toute façon, chez un diabétique qui va mal, douleur thoracique ou pas, s'il a mal au ventre, s'il est vomi, s'il est dyspnéique, dans un dossier de NC, il faut mettre un électrocardiogramme. Pourquoi? Je vous rappelle que les diabétiques de type 2 ou de type 1 peuvent faire des infarctus silencieux. Ici, il y a une douleur thoracique, donc c'est évident, mais même pour un dossier de nausée, de douleur abdo, il faudra y penser. Alors, je vous demandais de décrire cet électrocardiogramme et de me donner, du coup, le diagnostic pour ce monsieur. Alors, ce qu'on voit ici, il faut toujours décrire ce qu'on voit. C'est un électrocardiogramme, 12 dérivations, standard, de repos. On voit ici, en D2, D3 et AVF, la fameuse onde de Pardy. Et on a en V1 et V2 le miroir. C'est donc un ECG 12 dérivations standard. On a bien sûr un rythme régulier sinusal à 50 par minute. Ça, il faut le noter, hein, ça vous fait quand même un point. Vous observez sur cet ECG un sus-décalage du segment ST en D2, D3, AVF. Je vous rappelle que c'est le territoire inférieur et que ce sus-décalage a un aspect très caractéristique qui s'appelle l'onde de Pardy. On a une image en miroir en V1, V2 avec un sous-décalage cette fois-ci. Il s'agit donc d'un infarctus du myocarde inférieur. Actuellement, on dit aussi STA, SCA, ST+. J'aurais pu vous demander la prise en charge de l'infarctus du myocarde. Ce n'est pas un dossier de cardiologie, mais vous pouvez vous rendre compte qu'un dossier de diabète de type 2 peut être extrêmement transversal. On aurait pu ici vous demander qu'est-ce que vous faites en urgence, quel est votre traitement, etc. Donc ça aurait fait 3-4 questions supplémentaires. Ici, on raccourcit. Votre prise en charge est efficace. Monsieur O est rétabli et il est hospitalisé dans les suites de cette prise en charge en diabétologie. Vous retrouvez une glycémie capillaire à 1,8 g par litre, une pression artérielle à 15,7 qui a été contrôlée à 2 reprises. Je vous demandais dans cette question 3 le bilan que vous demandiez. Ne jamais oublier bien sûr l'examen clinique qui fait partie du bilan avec, comme tout à l'heure pour le type 1 finalement, la recherche des complications micro- et macro-angiopathiques. Alors ici on commence par macro-angiopathique. On a un patient coronarien, on va palper les poux périphériques et rechercher des souffles vasculaires en carotidien, en fémoral. On fera bien sûr une auscultation cardio-pulmonaire. C'est un patient fumeur, donc il faut écouter ses poumons. Et c'est un patient qui sort d'un infarctus, il faut rechercher des signes d'insuffisance cardiaque, soit périphérique, soit au niveau pulmonaire. On recherche aussi les signes de complications micro-angiopathiques en recherchant les réflexes ostéotendineux, en faisant un test monofilament. Et toujours chez le diabétique, ne jamais oublier l'examen podologique. Après cet examen clinique complet, on réalisera bien sûr un bilan biologique qui aura 2 objectifs. D'une part, d'évaluer l'équilibre du diabète. Je rappelle qu'on est en conférence d'endocrinodiabéto et que ce patient est diabétique. Et le deuxième objectif de ce bilan, c'est de rechercher les complications
du diabète. Alors, comment évaluer l'équilibre du diabète? C'est très simple, on fait l'hémoglobine glyquée. Je vous rappelle que c'est la moyenne sur les 3 derniers mois de la glycémie veineuse. Le diabète peut avoir des conséquences au niveau rénal, la néphropathie glomérulaire, et donc on fera un dosage de créatinine pour rechercher une insuffisance rénale. On fera aussi une recherche de microalbuminurie des 24 heures. Je vous rappelle qu'avant l'insuffisance rénale, on a d'abord la néphropathie incipiens, puis la protéinurie, enfin l'insuffisance rénale chronique. On peut mettre soit microalbuminurie des 24 heures ou bien bandelette urinaire à la recherche d'une protéinurie, si présente, protéinurie des 24 heures, si absente, microalbuminurie des 24 heures. Mais si vous mettez que microalbuminurie de 24 heures, ça marche aussi. Mais si vous mettez que BU sans préciser derrière, par contre, là, c'est insuffisant. Bien sûr, un ionogramme sanguin. C'est un patient obèse, métabolique, puisqu'il est hypertendu et diabétique. On recherche une cholestase hépatique qui nous signera la stéatose ou la NASH. Et bien sûr, un bilan lipidique EAL. Je vous rappelle ce que contient le bilan lipidique EAL. Cholestérol total, HDL, triglycérides et calcul du LDL. C'est pas tout. Toujours dans l'optique de rechercher des complications de son diabète. On fera le fond d'œil, plus ou moins l'angiographie à la fluorescéine. Complications macroangiopathiques systématiques chez le diabétique, une échographie Doppler des troncs supraortiques. L'évaluation de l'épaisseur intime média dans le Doppler des troncs supraortiques est un excellent marqueur du risque vasculaire. En revanche, le Doppler des membres inférieurs ne sera réalisé qu'en cas d'abolition d'un pouls, la présence d'un souffle fémoral ou la présence à l'interrogatoire d'une claudication intermittente. Voilà pour le retentissement du diabète. Après, ce patient sort d'un infarctus. Donc il faut, si ça n'a pas été fait en cardiologie, lui faire une échographie cardiaque. Et ça a une importance pour notre prise en charge thérapeutique. Je vous rappelle que certains antidiabétiques oraux sont contre-indiqués dans l'insuffisance cardiaque. C'est un patient tabagique, donc n'oubliez pas d'aller lui faire une radiographie de thorax à la recherche notamment d'une néoplasie. Et on fera un bilan stomatologique. Les dents, le mauvais état bucco-dentaire, les caries et les infections peuvent être un facteur de déséquilibre du diabète. Vous recevez une partie du bilan, une toute petite partie, puisque c'est que l'hémoglobine glyquée. Elle est à 7,6%. Je vous demandais en question 4, qu'en pensez-vous? Quel traitement spécifique mettez-vous en place? La réponse, c'est bien sûr un diabète déséquilibré, sous régime seul. Il a ici une hémoglobine glyquée supérieure à 6,5%. Je vous rappelle que c'est l'objectif d'hémoglobine glyquée pour les patients diabétiques. On n'est plus à 7% maintenant, on est à 6,5%. De toute façon, à l'ENC, il n'y aura pas de piège, on vous mettra quelque chose de supérieur à 7%. La prise en charge du diabète de type 2 passe par, tout d'abord, des règles hygiéno-diététiques. Règles hygiéno-diététiques, ça en général, vous n'oubliez jamais de le mettre. Par contre, vous oubliez de détailler. Il ne faut pas se contenter de dire règles hygiéno-diététiques. Ici, on a un patient obèse, donc il lui faut une alimentation hypocalorique. En général, on diminue de 500 calories par jour par rapport à sa consommation habituelle. Il faut qu'il y ait 50% de glucides, 30 à 35% de lipides et 0,75 à 1 g/kg de protides. Donc alimentation hypocalorique. On lui recommande d'éviter la consommation des aliments à forte teneur glucidique, de préférer les aliments riches en fibres et les légumes avec un index glycémique bas, tels que légumes secs et puis aussi les pâtes alimentaires. Tout ça, vous devez le savoir. Normalement, à l'ENC, vous avez un item sur la prescription d'un régime. Bien sûr, on lui demandera de diminuer la consommation d'acides gras saturés, mais ça ne suffira pas. Je vous rappelle que ce patient est depuis 5 ans sous régime seul. Il faut aussi lui recommander une activité physique régulière. Vous pouvez mettre comme exemple
marche quotidienne de 30 minutes ou bien 3 fois 45 minutes par semaine. Mettez en exemple. Bien sûr, on ne lui demandera pas de faire le marathon. Donc les règles hygiéno-diététiques sont de 2 ordres. L'alimentation et l'activité physique. On va effacer un peu. Du partout. Hop là. Alors, ça ne suffit pas. Ce patient, normalement, il est censé faire ça déjà depuis 5 ans. Donc il faut lui proposer un traitement médicamenteux. On va lui proposer un traitement par antidiabétique oral. Le traitement qu'on préfère utiliser en première intention chez le diabétique de type 2 en surpoids ou obèse, c'est le traitement par biguanide ou metformine. Alors attention, ici, il faut préciser qu'on mettra ce traitement après contrôle de la créatininémie et de la FEVG et qu'on le débutera 48 heures après la coronarographie. Je vous rappelle que ce patient vient de faire un SCA-ST+, qu'il a eu sa coro en cardio. Donc toujours quand vous avez metformine dans un dossier, vérifiez qu'il n'y a pas de contre-indication et surtout faites attention aux examens iodés. Ici, s'il a l'absence d'insuffisance rénale et que sa FEVG est correcte, on peut tout à fait lui donner des biguanides. C'est ce qu'on met en première intention. Après, si ça ne suffit pas, on peut aussi associer un sulfamide hypoglycémiant ou un inhibiteur des DPP4. Bien évidemment, il faut caser quelque part dans cette réponse l'arrêt complet et définitif du tabac. Donc les 2 axes thérapeutiques pour le diabète de type 2, c'est l'alimentation, l'activité physique et bien sûr le traitement médicamenteux. Je vous demandais en question 5 de décrire le statut pondéral du patient et je vous posais comme question, outre le retentissement métabolique, quelles autres complications doivent être recherchées? Alors bien sûr, ce patient est obèse, il a un BMI supérieur à 30, 32,8 kg par mètre carré pour être exact. Et donc, outre les complications métaboliques dont on vient de voir une partie, la stéatose hépatique, l'hyperglycémie, l'hypertension artérielle, on a aussi des complications d'autres types, notamment des complications respiratoires. La plus évidente, c'est le fameux syndrome d'apnée du sommeil, qu'on recherchera par une polysomnographie nocturne, le PSG, mais on peut aussi avoir un syndrome restrictif, qu'on recherche par des EFR. Outre les complications respiratoires, on peut aussi avoir des complications ostéo-articulaires, le plus souvent de l'arthrose, localisée au niveau des hanches, des genoux, coxarthrose et gonarthrose, mais aussi au niveau du rachis, avec de l'arthrose vertébrale. L'obésité est un facteur favorisant d'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale, mais ça je ne l'ai pas compté. C'est pas fini. N'oubliez pas les complications psychosociales. L'obésité est un facteur favorisant le syndrome dépressif, mais aussi de troubles du comportement alimentaire. Une petite faute là. À force de faire des régimes, les patients développent une restriction cognitive et peuvent devenir boulimiques, anorexiques, avoir des conduites de purge. Enfin, d'autres complications, la stéatose hépatique, le reflux gastro-œsophagien, les infections des plis, notamment les mycoses, et certains cancers. Alors ici, c'est un homme, donc j'ai mis côlon et prostate. Si c'était une femme, il aurait fallu mettre cancer du sein, cancer de l'endomètre. Alors, donc vous avez traité votre patient, vous lui aviez réexpliqué comment il fallait manger, quel traitement il fallait prendre, qu'il fallait faire du sport, arrêter de fumer, tout ce qu'il faut. Malheureusement, 3 ans plus tard, son hémoglobine glyquée allait à 9%. Et je vous demandais à question 6, quelles sont les options thérapeutiques pour ce patient? Bien sûr, ne pas oublier de préciser qu'on renforce les règles hygiéno-diététiques. Bien sûr, ça ne suffira pas, mais c'est toujours important de le noter. Là, on va lui proposer soit d'ajouter un antidiabétique oral. Donc s'il ne l'avait pas, on peut lui proposer un sulfamide hypoglycémiant, un inhibiteur des DPP4, ou bien lui proposer, ce n'est pas un traitement oral, c'est un traitement injectable qui n'est pas de l'insuline, un incrétinomimétique, les analogues du GLP-1,
Volontairement ici, je n'ai pas fait apparaître les thiazolinindiones, les glitazones, puisque c'est un patient coronarien et que ces traitements sont plutôt à éviter chez les patients coronariens. Donc la première étape, c'est de renforcer les règles hygiéno-diététiques. La deuxième, c'est de rajouter un ou plusieurs antidiabétiques oraux. Mais il est possible que tout ça ne soit pas suffisant et qu'il faille instaurer une insulinothérapie. L'insulinothérapie n'est pas un traitement réservé aux diabétiques de type 1. On le propose assez souvent aux diabétiques de type 2 quand ils ont un diabète ancien, très déséquilibré. Au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans d'évolution du diabète, la sécrétion d'insuline par le diabétique de type 2, elle fait ça. Donc il arrive un moment où ils ne fabriquent plus d'insuline. Et il arrive un moment avant où ils n'en fabriquent plus assez. Donc il faut leur apporter de l'insuline en association aux antidiabétiques oraux. Et on utilise pour ceci le schéma bedtime. On réalise une injection d'insuline lente, telles que la Lantus ou la Levemir, au moment du coucher, et on garde les antidiabétiques oraux la journée. Ça, c'est une sorte d'étape intermédiaire. Ça dure quelques années. Après, on est souvent obligé de passer à un schéma basal-bolus, comme pour le diabète de type 1, ou bien d'utiliser les prémix, les Novomix 30 et les mélanges d'insuline rapide et d'insuline semi-lente. Donc, rappelez-vous bien que dans le diabète de type 2, on a souvent une escalade thérapeutique. On commence par les règles hygiéno-diététiques, on met 1, puis 2, puis 3 antidiabétiques oraux, ou bien un incrétinomimétique, et on passe à l'insuline quand tout ça ne suffit pas. Alors, question numéro 7. Dans le cadre de l'exploration de douleurs abdominales, M. O a eu un scanner abdominal en ville qui s'est avéré normal. Il consulte aux urgences pour ces fameuses douleurs abdominales, mais il a aussi des douleurs thoraciques, des nausées, des vomissements. Il est dyspnéique, il a une pression artérielle à 8,6, il est somnolent mais conscient, et sa bandelette urinaire va retrouver 3 croix de sucre et pas de cétone. Alors, ici, je vous demandais quels examens biologiques vous demandiez en urgence et pourquoi. Bien sûr, un ionogramme sanguin, une créatinine pour rechercher une insuffisance rénale, c'est un patient qui vient d'avoir un scanner, probablement injecté. Des gaz du sang artériel, il est dyspnéique pour rechercher une acidose. Une lactatémie, parce qu'ici, bien sûr, le diagnostic qu'on redoute, c'est l'acidose lactique. C'est un patient coronarien qui a des douleurs thoraciques, donc bien sûr, il faudra lui doser la troponine. On lui dosera aussi les dédimères. Il a une douleur abdominale, donc il faudra lui faire un bilan hépatique. On lui fera aussi, puisqu'il a des douleurs abdominales, une bandelette urinaire, un ECBU dans l'hypothèse d'une pyélonéphrite. Et dans l'hypothèse d'un syndrome infectieux, une numération formule sanguine et une CRP. Donc ici, c'était les examens biologiques qui étaient demandés, pas les examens morphologiques. Je vous demandais en question 8, je vous ai un petit peu guidé à l'instant, quelles complications métaboliques vous redoutiez, quel en était le mécanisme et comment est-ce qu'on le confirmait. Bien sûr, ici, on redoute une acidose lactique. C'est un patient qui est sous metformine, qui a eu un scanner injecté. Le mécanisme, c'est une insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire aiguë à cause de l'injection de produits de contraste iodés chez un patient traité par biguanide. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que lorsque vous aurez un dossier de NC où on vous indiquera dans l'énoncé que le patient est sous metformine, il faudra que vous pensiez à l'acidose lactique. Et en général, si on vous met que le patient est sous metformine, c'est qu'il faudra certainement penser à l'arrêter. La question de cours, question numéro 9. Quels sont les facteurs de risque cardiovasculaire chez M. O et en déduire son objectif de LDL? Ces facteurs de risque sont bien sûr le tabagisme actif. Si son tabagisme était sevré depuis plus de 3 ans, on ne pourrait plus le compter dans les facteurs de risque. En revanche, s'il est sevré depuis moins de 3 ans, là, ça compte encore. Bon, ici, il était actif. C'est un homme de plus de 50 ans, il est
hypertendu, il a un diabète de type 2 depuis moins de 10 ans. Alors pourquoi je précise moins de 10 ans? Je vous rappelle que dans le calcul des facteurs de risque cardiovasculaire, lorsqu'on a un diabète de type 2 depuis plus de 10 ans, on passe dans la case diabète à haut risque et le calcul est différent. Il est obèse. Alors l'obésité est certes un facteur de risque cardiovasculaire, mais il ne rentre pas par contre dans le calcul de l'objectif du LDL. Enfin ici c'était assez évident, c'est un patient qu'on a pris en charge pour un syndrome coronarien aigu, il est donc coronaropathe, il est en prévention secondaire, notre objectif c'est LDL inférieur à 1 g par litre. En conclusion, les syndromes coronariens aigus chez le diabétique peuvent être asymptomatiques. Donc n'oubliez jamais, dans un dossier d'ENC chez un patient diabétique, si on vous le décrit comme nauséeux, dyspnéique, qui fait un malaise, quoi qu'il lui arrive, faites-lui un ECG. N'oubliez jamais d'arrêter les biguanides pour tout examen iodé, 48 heures avant et 48 heures après si l'examen est programmé. En revanche, si l'examen est urgent, vous avez le droit de faire l'examen. En revanche, il faut arrêter immédiatement les biguanides, prescrire une réhydratation et réintroduire, après contrôle de la créate, 48 heures après, le traitement par biguanide. Je pense qu'à l'ENC, si on vous met metformine dans l'énoncé, c'est que très certainement, comme je vous l'ai déjà dit, il faudra peut-être penser à l'arrêter dans une des questions. Toujours détailler les règles hygiéno-diététiques. Je vous rappelle que la prescription d'un régime, c'est au programme. Les items abordés ici, bien sûr l'item diabète, 233, l'obésité, les facteurs de risque cardiovasculaire et la prévention, l'item 132 et l'item 197, douleur thoracique.